Bon, aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo depuis le Venezuela avec Eddy. Alors Eddy, on a des choses à dire depuis la dernière fois. Il y a encore des mecs qui ont été sympas avec Eddy. Eh oui, mais c'est ça aussi quand on devient populaire. Populaire. Attends, je sais pas, je vire mes pompes. Alors Eddy, aujourd'hui on va parler du droit de propriété au Venezuela. Et à comparer ça avec le Panama et le Costa Rica, je pense que ça va intéresser un certain nombre de personnes. Parce qu'il y a des petits quiproquos qui se sont passés. T'as même l'ambassade de France au cul maintenant. Oh oui, depuis des années même. Ils aiment pas trop me voir. Même quand je me présente physiquement. Donc voilà, donc on va quand même préciser la règle du jeu pour que ça serve à tout le monde. Donc au Costa Rica, quand on achète de l'immobilier, il y a un registre national. Donc on fait les transactions, ça passe par notaire. C'est assez similaire à ce qui se passe en France. Et on voit plus nos gueules avec l'ombre là. Et donc en fait, après il y a un droit de propriété qui est établi et il n'y a pas d'embrouille en fait, il n'y a pas trop d'embrouille une fois que c'est au registre. Au Panama, il y a deux systèmes. Il y a le système, ça me perturbe sans y voir le canal. Il y a deux systèmes au Panama. Il y a le système pareil de registre national. Donc quand c'est les terrains et les maisons sont titrés, donc à Panama City, le gros de la ville est titré. Dès qu'on sort de Panama City, le pays est très peu titré, donc c'est des transactions qui rentrent sous un autre régime, qui est un régime un peu bizarre, qui s'appelle le ROP, c'est les droits de possession. Et encore ils ont modifié récemment, mais toujours est-il que là en fait c'est des transactions qui ont lieu sous acte notarié. Alors je peux vous en parler puisque je suis dedans. Voilà, c'est mieux. Donc en fait, il faut comprendre une chose avec les droits de propriété comme ça, qui sont sous acte notarié, c'est que c'est local. C'est-à-dire que je sais pas combien il y a de centaines de notaires au Panama. Donc il y a un notaire qui va enregistrer la transaction et il est possible pour la personne qui a vendu de revendre le terrain une nouvelle fois à un autre acheteur, parce que le nouvel acheteur n'a pas les moyens de vérifier que le vendeur a déjà vendu son terrain à une autre personne, ou alors il faudrait visiter tous les notaires du Panama. Donc là on est dans un espèce de marché beaucoup plus bordélique, donc c'est beaucoup plus casse-gueule. Il y a énormément de problèmes de transactions sur ces terrains au Panama, puisqu'en théorie il faut se renseigner pour essayer de voir, il faut vraiment faire l'historique du terrain, mais par moment il peut y avoir des historiques de 10-15 ans et ça suffit pas. Il peut y avoir des problèmes parce que les transactions ont eu lieu 15 ans ou 20 ans en arrière, ça a déjà été vendu et le mec cherche à revendre une deuxième fois, une troisième fois, enfin voilà, donc c'est la fois d'empoigne. Donc au Venezuela, c'est pour ça qu'Eddy est un petit peu à chauffer à blanc en ce moment, ce qui se passe, c'est pareil, il y a un système de registre national, tu vas nous en parler, mais en fait, le souci c'est qu'on n'a pas le droit en tant qu'étranger, alors au Panama et au Costa Rica, on peut en tant qu'étranger mettre son nom et faire des transactions, le marché est libre d'accès pour les étrangers. Au Venezuela, le marché n'est pas libre. En fait, il faut un visa investisseur pour pouvoir mettre son nom au registro. Sinon, ce n'est pas possible. Donc, ce qui se passe, c'est que Eddy fait des transactions sur le registro au nom de ses clients. Et ensuite, il fait un acte sous seing privé ou notarié, carrément. Notarié pour dire, je ne suis pas le propriétaire, je suis en train d'agir pour monsieur un tel. Et donc, les gens, pas très bien intentionnés, on se demande même s'ils ont été au Venezuela d'ailleurs. Hein. Il y en a un paquet qui à mon avis qui n'ont jamais la plupart ne sont jamais venus. Hein. Ouais. Je dirais même j'ai des investisseurs ici qui ont investi avec moi qui ne sont jamais venus. Voilà. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont investi avec moi mais qui pourraient même pas te parler du Venezuela parce qu'ils ne sont jamais venus. Ouais, donc en fait, à distance, c'est un système qui peut faire peur. J'avoue, hein, c'est assez flippant, ça je comprends. Moi je remets pas en cause le fait qu'ils aient peur, je remets en cause qu'ils jactent ou qu'ils viennent pas sur le terrain. Ouais, c'est ça le problème. Qui savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais c'est flippant, d'une manière générale c'est flippant. Actuellement d'ailleurs, moi j'ai pas mon visa et je peux en parler à titre perso. C'est assez flippant comme ça d'être dépendant en fait du grand gaillard à gauche, ça, le temps de faire le visa. Et donc en fait, après nous on fait quand même aussi un contrat qui stipule qu'on ne peut rien faire avec ton bien quoi. Et il est enregistré chez notaire. Voilà exactement. Enfin, je peux pas le vendre, je peux rien faire quoi, tu vois. J'ai stipulé un contrat comme quoi je ne peux pas le vendre, je peux rien faire. Je suis juste en gérance. Au pire ce que je peux faire, on va dire entre guillemets de mal, le pire que je peux faire de mal, c'est peut-être le louer. Voilà. Dans le dos du mec. Voilà, c'est ça. C'est le pire qui peut se passer. Mais toujours est-il que pour bénéficier de son nom officiel sur le registro, il faut. C'est ça qui est paradoxal, c'est qu'en fait pour demander un visa, il faut investir, donc il faut acheter une maison quelque part. Donc une fois qu'on a acheté la maison, on demande le visa. Une fois qu'on a le visa, on devient propriétaire de la maison. C'est ça qui dérange à un moment donné les Français. Et moi je peux les comprendre.
Mais c'est comme ça qu'est le système du Venezuela. Après, j'ai envie aussi de préciser en termes de location, c'est-à-dire que moi, ce qui rassure en plus encore les gens, je ne fais pas la location des biens des Français qui ont investi avec moi. C'est-à-dire que je leur donne carrément un contact d'une personne de Home 24, Century 21, et ils sont directement en contact avec une personne. Donc évidemment, c'est une personne que je connais. Je donne pas n'importe quel agent comme ça. C'est un agent de confiance que je connais d'Home 24, c'est un agent de confiance que je connais de Century 21. Voilà. Et les Français peuvent carrément aller sur Century 21 Venezuela, sur Home 24 Venezuela, et ils voient leur bien qui est en location, ils voient que leur bien est géré par quand même une agence ici de location qui est connue internationalement. Donc il peut pas y avoir de fourberie quelque part parce que il y a un agent d'Home 24 et tout ça qui est là pour gérer leurs biens. Donc peut pas y avoir. Parce qu'en fait on te dit ouais que tu es en train de faire des transactions frauduleuses. Ouais, mais ça a toujours été ça au Venezuela. J'ai en termes de transactions frauduleuses, les gens n'arrivent toujours pas à comprendre qu'ici il y a un embargo au Venezuela, qu'on ne peut pas faire de transactions internationales, c'est-à-dire de n'importe quel compte international sur un compte vénézuélien, c'est impossible, ça n'existe pas. Voilà, on est obligé de passer soit par un compte américain, soit par un compte panaméen. J'ai entendu que oui, il fait même ça sur des comptes espagnols. Ça a dû arriver une seule fois, je crois, en 5 ans, parce que malheureusement la personne ne pouvait pas avoir de compte européen, de compte, je veux dire panaméen ou américain. Donc voilà, moi jamais de la vie j'ai envie de faire transaction avec l'Europe. À part te bloquer les fonds, te demander 53 justificatifs, ils savent rien faire d'autre. Donc automatiquement ici c'est Panama et compte américain ou Binance, oui voilà. Alors ça c'est pareil, bien évidemment, moi le maximum du maximum c'est Binance, mais je peux comprendre qu'il y a des Français, la majorité de mes investisseurs qui investissent avec moi, ils ont une cinquantaine d'années, ils connaissent pas le monde des cryptos, ils connaissent pas Binance, ils sont encore avec des comptes bancaires traditionnels. Donc automatiquement, quand je leur dis tu peux me faire une transaction par crypto, par Binance, tout ça, il y a pareil, il y a une direction, il y a tout ça, il y a tout qui est noté comme une vraie transaction bancaire. Mais pour eux c'est un nouveau monde encore, ils ont du mal. Donc c'est quelque chose que je peux comprendre. Mais c'est clair qu'aujourd'hui faire des transactions par Binance, un crypto, c'est le meilleur. On n'est pas bloqué par la banque, on n'a pas un guignol de banquier qui vient nous dire « Ah oui mais pourquoi le Venezuela et ceci et cela, mais c'est sûrement que vous êtes en train de trafiquer de la drogue » ou des conneries que voilà j'en ai entendu, tu t'imagines, à l'appel depuis de nombreuses années que je fais ce travail. Donc, puis aussi, il y a un truc qui est flippant dans les transactions, c'est qu'il faut virer de l'argent, mais en fait on signe des documents après. Avant, après, c'est... Non, parce que je fais toujours le contrat privé avant que l'argent s'envoie. Ok, voilà, ouais, c'est ça. Il y a donc le contrat privé, puis après, voilà, après il n'y a pas d'acte notarié, il y a l'acte notarié qu'une fois qu'on a fait le virement. Exactement. Donc, tout ce process est flippant, ouais, il faut le dire. Après, je vais aussi faire une précision, parce qu'il y en a plein donc qui me contactent, qui bavent, qui chialent, qui font voilà sur toi. Alors, je n'ai aucune collaboration, aucun intérêt, aucun bénéfice direct. Pourquoi bien, mais tu le mets en avant. Bah oui, je le mets en avant parce qu'au Venezuela, c'est un peu la grande solitude dans du chaos, mais c'est un niveau de chaos qui est quand même largement supérieur au Costa Rica et puis au Panama. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a une petite communauté de Français, d'investisseurs ici qui s'installent pour qu'on soit plus nombreux. C'est ça mon intérêt, c'est créer un groupe en fait. Okay. Donc, voilà, en ce moment, ils sont une vingtaine, je dirais, sur les Tchérias. Donc pour moi on n'est pas assez nombreux. Alors c'est quoi le chaos? C'est qu'en fait les gens exécutent pas. En fait, à chaque fois qu'on... on va prendre l'exemple d'hier. Le mec il arrive avec pour ma gonzesse avec du poulet, non, des frites, il fout les 3/4 des frites sur la table. Tiens, mange, salope, mange, il a pas ramassé. C'est les petits détails du Venezuela, tu vois. Il a pas ramassé, il a rien fait. Mais tu vois, cet exemple que tu donnes, c'est important parce que, évidemment, moi j'ai fait venir des Français, des fois même pas spécialement pour de l'investissement, seulement pour du tourisme, parce que certains me disent, moi il dit j'ai envie de venir voir sur place avant d'investir, je comprends totalement. Et donc, moi, il serait arrivé, par exemple, ce qui est arrivé à ta femme hier avec les frites, il y a un Français qui m'aurait appelé, qui m'aurait dit, mais c'est inadmissible, il serait énervé, il aurait même peut-être quitté le Venezuela juste sur ça. Donc c'est pour ça qu'on en revient à certaines choses où des fois je dis, cet homme-là, moi je le prends plus, je le contacte plus parce qu'il vient de me téléphoner à 10 h du soir pour m'appeler et me dire son mécontentement du serveur par rapport à ses frites. Je vais être cash, je vais lui dire honnêtement, j'en ai rien à foutre, je suis un petit peu cru, hein, mais c'est vrai. Et j'ai énormément de Français qui m'ont fait des coups comme ça où c'était limite ma faute en fait. Ouais, dit tu me fais venir dans un pays où je débarque dans l'appartement et il y a une blatte qui est morte près du canapé, c'est inadmissible. Mais tu vois, et c'est un comportement français ça, parce que j'ai pas ça avec d'autres nationalités que j'accueille ici. C'est pour ça que je fais cette vidéo aussi, c'est parce que comment dire,
il y a... Bon, on va deux choses. On va revenir d'abord sur l'exécution, les gens qu'on cherche, et ensuite sur le tourisme. Il y a des gens, en fait, on peut faire un aparté sur le tourisme. Donc il y a derrière sur Twitter, j'ai halluciné. J'ai dit, ils cherchent des investisseurs, ils cherchent pas des touristes. Et c'est vrai que le sens premier du mot touriste, c'est voyageur. Et puis dans 20% du temps, c'est vrai qu'en français, on peut dire touriste comme blaireau, quoi. C'est un blaireau, c'est un touriste. Donc la personne a cru que je lui disais, bah, t'es un blaireau, t'es un touriste. Non, Eddie, il veut des investisseurs, des vrais, quoi. Donc non, le problème, c'est que les gens appellent Eddie pour faire de... Je voudrais avoir des informations pour voir si je vais venir voyager au Venezuela. Déjà, j'ai pas le temps. Non mais voilà, donc Eddie, c'est pas... enfin, on n'est pas là. Moi, je cherche à regrouper des investisseurs, des gens qui veulent travailler. Il y a beaucoup de choses à faire ici. Il y a beaucoup de refit. C'est compliqué. C'est pas qu'il y ait des manques de compétences, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui gère tous les prestataires tout le temps, tous les jours. On peut pas laisser une journée tout seul. Et donc si on est en groupe, certains peuvent exécuter comme moi le refit sur le bateau. Il y en a qui vont faire les maisons, il y en a qui vont faire le commercial, etc. Donc c'est ça mon intérêt. Et donc si vous avez des questions sur Venezuela, il dit non, c'est pas une agence de tourisme, c'est on fait d'ailleurs il fait aussi l'investissement pour lui, on est là pour faire l'investissement. Donc c'est clair. Donc moi j'ai dit bah tu charges 200 balles de l'heure pour répondre à ces mecs-là. Et donc moi on me dit ah mais il veut pas me parler. Bah oui, c'est son temps de vie, il va pas le lever. Ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que je peux recevoir 15-20 messages par jour. Ouais. Et en plus, les gens qui me connaissent depuis maintenant 3-4 ans, qui sont sur le groupe Telegram, ils ont très bien vu que je suis quelqu'un qui a toujours préféré la qualité qu'à la quantité. Dès que je commence à monter à 500-600 investisseurs et que les gens, on va pas se mentir, commencent à me faire chier, à me poser des questions qui n'ont rien à voir avec le travail que je fais. De touristes, c'est pas de blaireau, de touristes. Il y a un moment, je relève des gens du groupe, parce que je suis pas là pour dire, regardez, j'ai un groupe Telegram à 2000-2500 personnes. Je m'en fous totalement. Ce que je cherche, c'est des gens intéressants avec qui parler, avec qui je peux investir ici au Venezuela, ou même des gens qui sont venus au Venezuela, qui n'ont même pas investi, qui sont là, avec qui je suis toujours en contact, parce que c'est des gens intéressants et qui font même d'autres investissements dans d'autres pays, que ce soit, je sais pas, en Turquie ou ailleurs, et que ça me fait plaisir de parler avec ces gens-là, parce qu'ils ont d'expérience aussi dans d'autres pays que le Venezuela. Et il y a aussi, je suis aussi, on va dire, voilà, je suis content de rencontrer des gens. Des investisseurs. Voilà, mais des pas investisseurs. les touristes. Pas uniquement au Venezuela, ailleurs, mais... Faut que tu vraiment, parce que les gens, pas les touristes. Les touristes, ça intéresse personne. Ouais, le mec qui veut faire sa première expérience d'expatriation. Ça m'intéresse pas. Mais ça c'est rien, ça. Moi je peux recevoir encore des messages. Ouais, si, salut, je suis allé de chez rien. Où est-ce que je peux acheter du Nutella? Mais on est dans du délire complet. Et il m'a pas répondu, le con et tout. Voilà, c'est fatigant. Il y a vraiment ce pays cristallise et rend les gens un petit peu nerveux, je sais pas pourquoi. Il est très spécial. Tout le monde devient un peu sensible du ciboulot. Bah parce que le Venezuela, c'est un pays que personne ne connaît. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu peux aller sur le routard. Peut-être que c'est de la peur, tout simplement. C'est pour ça que ça enclenche tous ces comportements. Mais tu peux même aller sur le routard ou des sites qui sont costauds niveau vue et tout ça. Et les dernières annonces que tu vas voir, c'est 2016, 2017. Tu vas voir un petit commentaire d'un mec en 2019 qui va être « Oh, je comprends pas, je suis arrivé, il n'y avait pas de paquet de riz dans le magasin où je suis allé. » Enfin, c'est des trucs qui n'ont ni queue ni tête, voilà, il n'y a pas d'infos sur le Venezuela. Alors je vais faire une précision aussi parce que évidemment ça a créé des vagues. Donc la dernière vidéo t'as mis un lien, donc après c'est parti en couille, des gens qui racontent n'importe quoi, qui ont contacté l'ambassade de France et dit t'es un escroc, etc. Oui, il y a eu de sacrées démarches. Ouais, il y a les mecs qui se branlent, voilà, bon c'est pas le problème. La question c'est, tu as mis en place un filtre et tu t'es demandé en tant que pour ton business, tu t'es demandé comment filtrer les gens qui sont vraiment motivés, et donc tu t'es dit je vais demander la carte d'identité. Comme ça ils vont être identifiés, donc les mecs qui bavent partout, ils vont pas donner leur carte d'identité, donc ils vont sortir du groupe. Alors il y a des gens qui ont refusé, qui ont été intelligents, qui ont dit moi je vais pas te donner ma carte d'identité, par contre je veux bien faire une vidéo de présentation pour te dire que je suis motivé et qui je suis. Tu as tout de suite accepté, bien sûr. Et puis il y en a d'autres aussi qui ont dit je veux pas donner ma carte d'identité avec mon numéro, mais si je barre mon numéro est-ce que c'est ok? Exactement, donc j'ai vu son nom, j'ai vu sa photo d'identité, sa carte d'identité, que c'était une carte d'identité française ou quoi. Il y en a même qui ont donné des cartes d'identité d'autres pays, hein, de résidents Panama ou de choses comme ça. Et c'était nickel quoi. Et donc tu t'es fait buter la gueule pour avoir fait cette démarche, qui est pour moi une démarche saine, hein, je t'ai plutôt soutenu là-dedans. Alors tu t'es fait buter. La question c'est que si on investit, moi j'ai investi ici, si les gens viennent pour investir de l'argent, il y a un moment, il y a un problème de sécurité, ça nous intéresse pas d'avoir des mecs qui se cachent, qui veulent pas donner, qui veulent pas s'identifier, qui veulent poser, savoir où est le Nutella. Il faut savoir que je m'identifie. Enfin, je veux dire, sur le groupe, il y a tous mes papiers d'entreprise, il y a toute ma création, il y a mon acto constitutivo, il y a ma carte d'identité, il y a tout quoi. Enfin, je veux dire, quand on commence à faire de l'investissement, il y a une transparence qui est nécessaire, et du côté de l'acheteur et du côté du vendeur. Il faut que les transactions se déroulent sainement dans un pays où il n'y a rien qui marche normalement. Donc le minimum, j'ai pensé, moi j'ai soutenu parce que je pense que dans
le minimum du minimum, c'est qu'au moins on soit sûr de qui on parle et qu'il n'y ait pas, déjà, ça pose pas un énorme problème que juste de savoir d'être identifié, quoi. Et donc c'est parti en couille, mais complet. C'est remonté jusqu'à l'ambassade de France encore une fois, donc c'est parti en couille complet. Cette histoire de carte d'identité. Personnellement, je comprends pas. Je pense que c'est pas des gens qui sont prêts à investir ou que c'est pas des gens qui sont mûrs pour le Venezuela. Parce qu'encore une fois, face au chaos et à la peur, justement, c'est flippant le Venezuela quand même par rapport à la majorité des pays. Je pense qu'il y a besoin de contrôle, de cadre, d'avoir un minimum de trucs auxquels se rattacher pour sécuriser un minimum dans un bordel géant intégral. Et donc les Français, alors tu t'es fait traiter de tout nazi, de machin, donc moi comme je t'ai soutenu, j'en ai pris plein la gueule aussi de temps en temps, et machin, pour qui on se prend, voilà, moi je suis prétentieux, je me la pète et tout, les mecs, non, c'est pas une question d'être prétentieux, c'est juste une question, je sais pas, mais venez passer un mois au Venezuela, après c'est clair, on dirait qu'il y a des gens, je vais leur interdire l'accès au pays, tu sais, genre, ah bah non, venez voir sur place. Je veux dire, c'est simple, vous prenez un avion comme tout le monde, un Paris, à Istanbul, Caracas, et ce moment c'est le moins cher, et vous venez ici, et puis vous venez vous faire votre propre avis. Ouais. Ouais. Non mais en fait, ce qui m'a moi un peu déçu, c'est que les gens comprennent pas que c'est de la bienveillance. C'est de l'efficacité déjà, parce que il y a de l'abus, en fait, il y avait de l'abus. Clairement, il y avait de l'abus avec toi, au niveau du temps, des machins, il y avait vraiment un abus caractérisé. Et après, c'est de la bienveillance, c'est-à-dire que si on peut pas se faire confiance les uns les autres entre Français, parce que là, le coup, on n'est plus du tout, enfin, je veux dire, là, c'est du communautarisme nécessaire et vital, en fait. Si on ne peut pas se faire confiance entre Français ici, mais je sens que ça sert à rien. Ça sert à rien, en fait. On est solidaire, on va dire, plus dans le fait qu'on soit investisseurs. Les investisseurs ici sont très solidaires. Par contre, à partir du moment où si tu t'élargis un petit peu le champ en disant les Français, non, là c'est pas... Ouais, il n'y en a pas. Mais il faut monter une machine, il faut monter une grosse machine, et cette machine elle va pas servir qu'à aider à moi, en fait, elle va servir à d'autres. C'est ça qu'il faut comprendre. Et surtout, il faut des contacts ici. Voilà. Rien ne marche sans contact. Il n'y a pas d'internet, les mecs ils sont pas sur internet, ils sont sur WhatsApp, quoi, c'est tout. Il n'y a pas de site, il n'y a pas d'infos, on trouve les infos sur rien, il n'y a pas d'horaire. Tout est contact. Moi je veux dire, aujourd'hui, je vis avec mes contacts et ma vie WhatsApp, quoi. C'est-à-dire n'importe quoi que j'ai besoin au bout d'un moment, ou j'ai besoin de monter d'un cran sur quelque chose, c'est un contact, aide-moi là-dessus. Voilà. C'est comme ça ici. Donc du coup, ouais, on pète tout notre cul parce qu'on réclame les pièces d'identité et voilà. Mais je pense que ceux qui ont de l'argent, je pense qu'en plus les gens qui n'ont pas d'argent, ils comprennent pas l'univers des gens qui ont de l'argent. En fait, en comptant l'argent, le problème, c'est moins de gagner que, au contraire, de défendre ce qu'on a déjà acquis, en fait. Ça, c'est le numéro 1. Et du coup, la sécurité est plus importante que la performance absolue. Et donc, je pense que les gens qui ont de l'argent comprendront le besoin de sécurité qu'on est en train d'évoquer en ce moment. Et non pas, justement, des opportunités, il y en a, mais c'est pas ça sert à rien, les opportunités. Hier, donc, j'étais voir une bagnole, une Volkswagen de 1968. C'était James Bond. Ouais, donc elle vaut entre 19 000 et 40 000 selon les états sur les marchés. Donc là le mec il était à 7 000, il était à 10 000, il était à 7 000. Je suis sûr qu'on peut pouvoir la toucher à 6 000. Après il faut la reconstruire, il faut pouvoir reconstruire. Pour moi il n'y avait pas, certains ont dit qu'il y avait des travaux dessus, des personnes que je trust, donc il fallait pas que j'y aille, ça allait coûter trop cher. D'autres, puis après il faut l'exporter dans un container, probablement aux US. D'autres ont dit non, vas-y achète-la à ce prix-là et tout. Tout ça, des opportunités, il y en a, de la performance, on peut en faire, des écarts de valeur, il y en a partout. On peut acheter des fermes, etc. La question c'est, ce qui rate de des emails que j'ai reçus, ce qui m'a frappé, c'est que les gens ne comprennent pas que c'est pas comme en France où tout est arbitré, tout est efficient, où il y a une compétition folle entre les opérateurs intelligents et donc trouver de la valeur est compliqué. Ici, il y a qu'à se baisser. Il y en a partout. Il y a tous les jours, on peut faire du business, du tous les jours, on voit un truc avec nouveau négociant, machin, qui vient de se développer parce que, il y a encore une sanction qui est partie du Venezuela. Ouais. Il y en a une autre qui est revenue. Mais le fait qu'elle soit revenue, ça a créé un autre business à côté, et en fait, c'est voilà. Tout est la question de la valeur se pose même pas sur la table. Il y en a partout. Le problème, c'est l'exécution, c'est la concrétisation de la valeur, puisqu'à un moment dans tous les business, il faut des gens, il faut travailler, il faut des process, il faut une production, et puis il faut la vendre. Donc transporter et vendre la production est compliqué ici, et créer la production est très compliqué. Donc le facteur humain prime sur tout le reste, et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Si certains à qui ça parle et qui ont un peu d'argent, honnêtement ici c'est rentable, je vais pas le cacher, en plus il n'y a pas d'impôt, il n'y a rien de machin, c'est le bordel, donc tout le monde paye par crypto, argent liquide, compte Zelle,
Enfin, Ouais, voilà. personne. Donc, après voilà. aussi, les gens pensent que c'est pouilleux. Honnêtement, je pense qu'il y a pas mal de gens à Lechia, dans Las Villas, qui c'est les Français qui sont des pouilleux, quoi. Ils peuvent pas faire la compète. Les mecs les sont, Cheria, c'est un autre niveau. Comme je dis, on est sur le, voilà, le. ils sont archi blindés, mais il y a des mecs, c'est 5 millions, 10 millions de dollars. Enfin, je veux dire, faut arrêter de dire que c'est pouilleux, quoi. Ouais, S'il y a voilà, des on est carrément dans des propriétaires de mines, de puits de pétrole, de choses incroyables que, ici, quoi, qui existent au Venezuela. Ouais, il y a des mecs vraiment qui sont archi blindés, donc il y a une infrastructure pour vivre vraiment paisiblement, tranquillement. Mais la question, c'est les gens, c'est se regrouper, c'est avoir une communauté qui fonctionne, qui s'échange, et plus on est gros, plus c'est facile. Donc actuellement, on est petit, et donc c'est pas facile. Voilà, moi j'ai commencé là à mettre en place une infrastructure pour collecter les prestataires qui marchent, parce qu'en fait, il faut pour un prestataire efficient, il y en a 10 qui partent à la poubelle, tu exagères pas? Ouais, c'est ça. Donc trouver les bons prestataires, etc., faire des dossiers, pouvoir résoudre des problèmes, créer des produits. Il y a de la demande au Venezuela intérieur, contrairement à Panama qui fait 4 millions, au Venezuela c'est 28 millions. Alors oui, le gros du pays esclavagiste, oui, les mecs qui crèvent la dalle, peut-être. Ils crèvent pas la dalle d'ailleurs. Ouais. Et on va terminer sur ton mec qui a claqué là. On va faire un que tu me racontais français. Là. Mais il y a des aides du gouvernement pour l'électricité. C'est un pays qui est bizarre parce que donc ils font tourner les clims en permanence 24/24, la porte ouverte, ils en ont branlé parce que l'électricité c'est gratuit, l'eau elle tourne, elle est gratuite. En fait, il y a une habitude de vie ici déjà, rien que l'habitude de vie des gens, t'es un petit peu sur le cul, tout ça. Les robinets ils tournent H24, il y a pas de les valeurs, donc on nous explique en Europe que le carbone, ici ils produisent en masse, donc ils en ont branlé, donc la bouffe elle est distribuée par le gouvernement, donc en fait le mec il a juste besoin de trouver un toit. C'est très calme comme pays parce que c'est comme si les besoins reptiliens de survie étaient quand même pris en charge par le gouvernement. Exactement, c'est comme ça que ça marche ici. Et donc du coup les révolutions, les machins, ils ont quand même le ventre à peu près plein. Donc quand on dit qu'ils crèvent la dalle, c'est pas vrai en fait. C'est un abus de langage que j'aurais pas dû faire. Mais c'est clair que les disparités entre classes sociales sont monstrueuses. C'est un pays extrême entre des gens qui ont vraiment du pognon et des gens qui ont rien en fait. Exactement, c'est ça. Ouais. Mais par contre du fait que ça fasse 28 millions d'habitants, il y a une classe, une élite en fait locale qui est suffisante avec suffisamment de pognon pour pouvoir faire des offres. C'est important à dire aussi ça, 28 millions d'habitants, mais il faut savoir qu'il y a énormément de Vénézuéliens qui sont à l'extérieur du pays. Il y en a 5 à 10 millions je crois, et qui ont du blé. Hein. Moi tous les Vénézuéliens que j'ai vus dans les études sont arrivés en Espagne avec 500 000 $ minimum dans les poches. Ah oui, il y en a... Ils sont, la communauté s'expatrie à Miami et puis en Espagne, et voilà, donc c'est vraiment un pays contrasté. Donc faire du business, il y a de la demande, il y a une demande locale pour des produits type européens ou américains. Donc contrairement, voilà, il y a des manières d'importer des trucs et de faire des choses et de faire des offres. Après il y a aussi une manière d'exploiter et d'exporter. Il y a des terres agricoles. Si je vous disais les prix des terres agricoles, clair, ça vous arracherait la gueule de le savoir. C'est n'importe quoi les prix, mais dans le sens savoir zéro, quoi, entre zéro et rien, quoi. Donc il y a des choses à faire, mais pour ça il faut qu'on se regroupe et qu'on soit plus nombreux que ce qu'on est actuellement. Voilà, donc oui, on demande la carte d'identité, enfin tu demandes la carte. Ah ouais, donc je répète, ils ont même pas à me demander en finale leur carte d'identité, ils m'envoient leur photo avec leur nom, leur carte d'identité, et le reste ils barrent quoi, s'ils veulent pas que je vois le numéro, voilà. Ouais, on s'en branle, ce qu'on veut, ce que tu veux, c'est savoir qui. Alors je répète à qui parler. Je répète une énième fois, je n'ai aucun intérêt financier avec toi, je ne touche rien sur rien, si ce n'est que c'est mon intérêt personnel, parce que je pense que je vais développer comme une partie de ma petite vie ici. Donc c'est un intérêt personnel de sécurité. Et pour toi c'est un intérêt financier bien sûr, puisque tu gères ton business. Voilà. Ici, je pense qu'on a fait le tour, donc tu m'as dit que la semaine dernière est mort quelqu'un qui t'a marqué dans ta vie. Oui, ce que je t'ai raconté ça, donc il s'appelait Benjamin Cugnot. Ouais, je lui fais, voilà, même s'il est parti, je lui fais quand même un gros bonjour, et c'est une personne qui, dans ma vie, j'ai été plaquiste moi, pendant 3 ans avec cette personne. C'est une personne qui a beaucoup marqué. C'était un Martiniquais, et voilà, c'était quelqu'un qui était... Il a rêvé toute sa vie il faisait un job qu'il n'aimait pas. C'est pas qu'il est spécialement qu'il aimait pas, que c'était très dur. Je pense qu'il a aimé ce travail au début. Et après il en a eu marre, mais bon il savait faire que ça, voilà. Et c'est quelqu'un qui était très important dans ma vie quoi. Il aimait pas tout ce qu'il faisait, et il s'est toujours dit j'aurai un rêve, je vais retourner en Martinique, boire mon petit rhum. Exactement, il me disait toujours ça. Et donc il s'accrochait à ça, cette image. Je vous raconte tout ça parce que par moment il faut agir tout de suite pour les rêves, pour les expatriations, pour les projets, c'est ce qui revient toujours dans mes vidéos. Et donc le mec il a travaillé 30 ans. Ouais, il a travaillé 35 ans dans le placo, la laine de verre. Je sais ce que c'est. Donc il a bouffé de la merde là, il a bouffé de la merde. Et il a commencé à avoir des problèmes au poumon. Il a commencé à avoir un cancer après qui s'est développé il y a peu de temps. Et là, j'ai appris dernièrement qu'il est décédé.
Et il a ça pas m'a fait vraiment son fait un rêve. choc parce que c'est la première fois, j'ai que 30 ans, donc c'est la première fois de ma vie que j'ai eu quelqu'un qui de proche dans ma vie comme ça. J'avais même un membre de la famille, voilà, jamais, et qui est décédé, et de me dire que j'ai travaillé tous les jours de ma vie pendant 3 ans avec ce mec-là, et de me dire que tous les jours qu'il se levait, il se disait voilà, c'est pour ma retraite, Ouais. c'est pour ceci, Il pour, tenait avec. en fait, pour après profiter de la vie, ce qui profite pas de la vie, ce mec-là. Ok, il travaillait avec moi du lundi au vendredi, mais il faisait du black le samedi, il faisait du black le dimanche. Et c'était très très dur, hein. Des fois on posait des plafonds en BA18 dans des grandes granges, enfin bref, on faisait voilà, c'était très 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 difficile. Et de me dire que ce mec là est mort Avant de faire son rêve, avant d'avoir sa récompense. ouais, ça m'a vraiment fait bizarre, et je me suis dit que il a fait partie des mecs qui m'a poussé à partir de France et à me dire, il dit casse-toi d'ici, va faire tes rêves ailleurs. Même si c'est difficile, même si tu vas souffrir, mais c'est comme ça. Mais souffre pas comme moi ici, Voilà. en attendant voilà, quelque chose qu'il savait peut-être lui qu'il allait jamais arriver, mais quand même dans son inconscient de se dire je vais y arriver, bien évidemment, sinon il continue pas le gars. Voilà. Et, Ok. et il est mort, il est décédé. Il est mort avant. Il est mort avant la récompense. Et avant la récompense, Et c'est horrible. exactement. Et c'est horrible, je et trouve donc- ça tellement horrible, et ça fait voilà quelques jours que j'arrête pas d'y penser, ça me fait bizarre vraiment. Je me dis que j'aurais eu une autre mentalité. Pourquoi j'ai cette mentalité-là? Moi, j'ai une mentalité différente des autres, je sais pas, mais en tout cas, je me dis, peut-être que j'aurais suivi peut-être sa voie à ce mec-là, et je serais en France, toujours dans le placo, et je l'aurais vu mourir, et peut-être qu'après, à 30 ans, j'aurais eu envie, une fois qu'il serait mort, de réaliser mes rêves, et peut-être que j'aurais pas la force que j'ai eu encore plus jeune, et... Enfin bref, j'aurais plein de choses qui auraient changé, et merci à ce mec-là, franchement, qui m'a poussé, et à me dire, non, Eddy, fais ce que tu as envie de faire dans la vie. Voilà, moi je me suis barré de la France, j'avais 24-25 ans, donc Faut y très croire. jeune, et faut y croire, surtout pour aller dans un pays comme le Venezuela. Et merci à ce mec-là, et franchement, c'est des mecs comme ça qu'on doit rencontrer un moment dans sa vie pour se tirer et faire des choses qu'il a à Pour faire. prendre conscience de la valeur de la vie. Voilà, c'est clair. En fait, il y a une trahison de soi, moi, qui me dérange, c'est quand les gens font des choses qu'ils aiment pas, donc après ils s'inventent plein d'excuses pour dire c'est nécessaire, je donnerai à ma famille, mon machin, mon truc. Ouais, voilà, ils ont toujours des excuses, les Et gens. c'est un piège en fait, et ça se termine généralement, et après ils s'accrochent voilà, à un idéal, un rêve, comme par exemple finir sa vie en Martinique, et c'est un piège, ça se termine toujours mal. La plupart d'entre eux, ils ont jamais rien, ils ont jamais de bénéfices, et donc faut jamais rentrer dans c'est nécessaire, c'est machin, faut jamais rationaliser. C'est clair. Faut jamais trahir ce à quoi on aime, quel que soit le prêt à payer, il y aura toujours plus d'énergie à suivre ce qu'on aime plutôt qu'à faire par nécessité pour respecter la norme, pour respecter le bien, ça mène nulle part. Et surtout qu'en France, je parle des gens de mon âge, qui ont une vingtaine d'années, ils ont encore cette chance aujourd'hui de faire comme une sorte de sacrifice, c'est-à-dire travailler dur, vraiment, même s'il faut aller travailler à l'usine, je fais tous ces travails-là, travailler à la chaîne, tous ces bordels-là, je connais, et vivre, je dirais, entre guillemets, pas avec le luxe, vraiment vivre dur pendant 4-5 ans et mettre beaucoup d'argent de côté et ensuite aller tenter son expérience à l'étranger. Voilà. Moi je vois à peu près le comportement des jeunes de mon âge à l'époque, c'était les boîtes de nuit, c'était les bouteilles, c'était les filles, c'était tout ça. Et ils ont toujours dépensé leur argent sans jamais mettre de côté. Et après ils se retrouvent comme des cons, CDI 35 heures, et ils sont pris dans l'engrenage quoi. Crédit baraque, crédit tout ça. La et femme enfant, et voilà. Ils sont pris dans le piège et c'est terminé. Alors que moi, j'ai toujours travaillé comme un taré. Je dépensais rien, je fumais pas, je buvais pas, je faisais beaucoup de sport. D'ailleurs, c'est grâce à ce sport, ce même sport où je faisais 8-9 heures de placo par jour et après j'allais faire 2 heures de lutte le soir, donc c'était des sacrées journées, et je vois avec le recul que c'était un sacré sacrifice, même si j'aimais ça, hein, la lutte et tout ça, et je me dis, voilà, j'ai toujours gardé mon argent, je me suis toujours dit je me fais un pécule pour me tirer de France, et ça a fonctionné. Mais c'est des sacrifices, et je trouve que c'est beaucoup de choses que les jeunes aujourd'hui ne font plus, parce que j'ai l'impression qu'ils vivent un petit peu genre on en a rien à foutre. Allez, ce soir je me mets une mine, je dépense 200 en boîte. Et puis la semaine prochaine, pareil, je dépense 200, et puis 100 pour la fille, et puis à la fin il te reste rien, et puis t'as pas un pécule pour partir. Voilà, tout simplement. et après c'est la mort qui frappe à 60 ans, parce que le temps il passe très vite, 70 ans. il passe très vite. Moi je me dis putain j'ai 30 ans. Et là je dis putain je suis arrivé au Venezuela, j'ai 25 piges. Et ça fait 5 ans que je suis là, putain. La vache, ça passe super vite. Ouais. Et donc voilà. Bref, c'est pour ça Histoire pour de dire vie, que voilà, on salue le gars qui est mort et on est désolé pour son rêve non accompli. C'est Et clair. j'espère que ça fera réfléchir certains d'entre vous, si vous Exactement. avez des rêves, de pas céder à la tentation de la facilité, de la norme, et de se casser les culs à se barrer et à croire à ce qu'on aime sans jamais se trahir. La trahison, c'est ce qu'il y a de pire, c'est le pire scénario. C'est ce que tout le monde choisit, mais c'est ce qui coûte le moins cher à court terme et c'est ce qui coûte le plus cher à long terme en fait. C'est le baiser mortel du dragon en fait. ouais, Voilà. exactement.
Et ben on vous dit à bientôt. Ciao ciao. Ciao.